raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui un événement qui est sans doute le plus important de l'histoire de l'humanité, le premier pas de l'homme sur la Lune. Du décollage de la fusée Saturne V, le 16 juillet 1969 à Cap Canaveral, jusqu'à la parade des héros dans les rues de New York, le 13 août 1969. La mission donc, Apollo 11. Et pour le débrief, c'est pas compliqué, j'ai invité le meilleur, le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, auteur d'un livre formidable sur les missions Apollo, celle-là et toutes les autres. Ils ont marché sur la Lune aux éditions Belin. Bonjour Philippe Enarejos. Bonjour. J'ai décidé de vous appeler Enarejos et pas Enarejos. La langue espagnole mérite qu'on prononce la rota. Et fort louable. Merci beaucoup. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation de Céline Lebras. 14h-15h, Ondelatte raconte sur Europe 1. Ce matin-là du 16 juillet 1969, on estime que 600 millions de personnes de par le monde, 600 millions, 1/5 de l'humanité d'alors, ont suivi en direct, à la radio et à la télé, le lancement d'Apollo 11. C'est l'événement le plus considérable de l'histoire humaine. 1 million de personnes sont carrément venues sur place, mais pas le président Nixon. Aujourd'hui, il y serait. Le vice-président était là, et un ancien président, Lyndon Johnson, 200 membres du Congrès, 30 sénateurs, 2 avions de diplomates et des milliers de very important persons. Et autour, tous ces gens, ces Américains sur les parkings, sur les plages, qui ont passé la nuit là, en camping-car, sous la tente, pour voir, depuis le temps qu'on leur promet la Lune, ils veulent voir. À 6h32, il fait encore nuit, les 3 astronautes quittent le centre Kennedy. 3 heures pile avant le décollage prévu à 9h32. Neil Armstrong sort le premier. C'est le commandant de la mission et c'est lui qui fera le premier pas. C'est prévu comme ça. Officiellement, pour des raisons techniques, il est soi-disant mieux placé dans le module pour aller vers la sortie. Tu parles ? La vérité, c'est que les dirigeants de la NASA l'ont choisi lui parce qu'il a la tête froide, parce que c'est un taiseux, parce qu'il est toujours maître de ses émotions. Tout l'inverse en vérité de son compagnon de voyage, Edwin Aldrin, Buzz pour les intimes. Lui, c'est une grande gueule, il a tendance à se la raconter, donc il descendra après. Et d'ailleurs, le voilà qui sort à son tour du centre Kennedy, harnaché dans sa combinaison, avec son casque façon bocal à poisson rouge, concentré. Et puis juste derrière, voilà le troisième, Mike Collins, 38 ans. Lui, c'est un peu le cocu de l'histoire. Il ne descendra pas sur la Lune. Il ne pourra pas dire « j'y étais ». Il restera au-dessus, dans le module de commande, à tourner en orbite autour de la Lune. Il en faut un. À un peu moins de 3 heures du décollage, les voilà maintenant tous les 3 au pied du lanceur. Saturne V, 3000 tonnes, 110 mètres de haut. À cette heure-là, le lanceur est toujours arrimé par des passerelles à sa tour de lancement. Un ascenseur les conduit tout en haut. Imaginez un immeuble de 35 étages. Ils ouvrent, ils entrent, ils referment et regardez-les qui s'installent à leur poste. Ils se ressemblent, en vérité. Le visage fin, pâle, sans aucune fantaisie, des têtes de pilotes de chasse américains. 9h27, 5 minutes avant le décollage. Les bras qui maintiennent le lanceur se replient dans un vacarme. 9h28, 4 minutes avant le décollage. Ici Houston, nous sommes go pour Apollo 11. Le compte à rebours va passer en mode automatique à partir de 3 minutes et 7 secondes. Bonne chance et bon voyage. Réponse d'Armstrong. Merci beaucoup. Nous sommes persuadés que le vol va se dérouler bien. Les ordinateurs viennent de prendre le contrôle du compte à rebours. « 9h31. Depuis le module de commande tout en haut, Armstrong dit
à rebours sans problème. Nous nous sentons très bien. Et à 9h32 pile, 12, 11, je vous laisse entendre. Le feu jaillit. Le feu jaillit devant nous. Des flammes rouges. Énorme orangée, énorme. La fusée s'élève doucement, 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 elle monte. Vous entendez les vivaces? Elle monte, elle monte, elle monte, elle éteinte. Maintenant, écoutez le bruit, il arrive ici et la terre tremble. à ce moment-là, les moteurs de Saturne V dévorent 1800 kg d'oxygène liquide et 1700 kg de kérosène à la seconde. Le feu jaillit. Le feu jaillit devant nous. Des flammes rouges. Énorme orangée, énorme. La fusée s'élève doucement, 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 elle monte. Vous entendez les vivaces? Elle monte, elle monte, elle monte, elle éteint. La fusée crache un torrent de flammes et elle s'élève lentement, très lentement. Sa trajectoire est parfaite. « 2 minutes 30 plus tard, la fusée a cramé plus de 2000 tonnes de carburant qui était contenu dans le premier étage. Elle n'en a plus besoin, elle le largue. Un tube de 42 mètres de haut qui va s'abîmer dans l'océan. Là, les 5 moteurs du deuxième étage s'allument. À ce moment-là, dans leur module, les astronautes subissent une pression de 4 G et demi, 4 fois et demi leur poids. Ils sont cloués dans leur fauteuil. Et ça dure comme ça 5 minutes 30 et la fusée sort de l'atmosphère. À ce moment-là, le deuxième étage ne sert plus à rien, il est largué à son tour. Et maintenant, ils sont dans l'espace. Le dernier moteur va placer la fusée en orbite à 190 km d'altitude. Et il s'éteint. Et là, ils sont en apesanteur. Je vous ai dit combien ils étaient raides et sérieux, mais ça les éclate. À 12h16, Aldrin rallume le dernier moteur et Apollo 11 s'arrache de l'attraction terrestre et le vaisseau est en route pour la Lune. Hey Houston, Saturne nous a donné une chevauchée fantastique. Aucun reproche à faire aux 3 étages de fusée. C'était formidable. Il semble que vous êtes bien partis maintenant. Aucun reproche à faire à ces 3 étages. C'était merveilleux. Le voyage vers la Lune doit durer 3 jours et demi. Et nos 3 astronautes en profitent pour se donner un peu de bon temps, l'apesanteur. Faire des cabrioles dans la cabine, c'est irrésistible. Sur Terre, c'est le centre de contrôle de Houston, au Texas, qui a pris le relais de Cap Canaveral. Les conversations sont avant tout techniques. Techniques, mais pas que. Car de là où ils sont, par les hublots, les astronautes voient la Terre. 26 heures après le décollage, Aldrin observe la Terre à la longue vue. La vue est tout simplement magnifique. C'est surnaturel. Je vois les îles de la Méditerranée, Minorque, Majorque, la Sardaigne, la Corse. Un léger brouillard au-dessus de la partie nord de la péninsule italienne. Un truc maintenant que vous aurez du mal à croire. Comment font-ils pour mesurer leur vitesse et leur position? Eh bien, ils utilisent un sextant, comme le capitaine Haddock, et un télescope. Ils doivent viser 5 étoiles, une par une. Et à chaque étoile, tic, un petit coup sur un bouton pour transmettre l'info à Houston. Et en bas, ça mouline. En bas, des ingénieurs clopes au bec, les yeux rivés sur les écrans d'ordinateur, décortiquent le voyage, seconde par seconde. Ils suivent aussi les données physiologiques des 3 astronautes, car là-haut, chacun d'entre eux a des capteurs branchés un peu partout sur le corps. On suit leur état de stress, on suit leur rythme cardiaque. Et régulièrement, Houston envoie des nouvelles de la Terre. Les gars, je dois vous signaler que vous dominez toujours l'actualité ici sur Terre.
Même la Pravda de Russie titre Neil Armstrong, le tsar du vaisseau. Je pense qu'ils se sont trompés de mission. L'Allemagne de l'Ouest a institué lundi Jour Apollo. Les écoliers de Bavière seront ce jour-là en congé. À Francfort, on installe des postes de télévision sur les places publiques. Et la BBC à Londres étudie un système d'alarme radio spécial pour prévenir les gens qui ont des postes de télé dans le cas d'un changement d'heure de débarquement sur la Lune. Et puis en Italie, le pape Paul VI s'est fait installer un circuit de télévision spécial dans sa résidence d'été afin de vous regarder. Le 19 juillet à 11h58, le vaisseau se place en orbite autour de la Lune, à 572 km du sol lunaire. Et là, pendant 27 heures, le vaisseau fait 13 fois le tour de la Lune. Et puis Armstrong et Aldrin s'installent à bord du LEM, le module lunaire, baptisé Eagle. Collins, lui, reste seul dans le module de commande. Et puis bye bye, les deux modules se séparent et Eagle, le module lunaire, entame sa descente vers la Lune. Le lieu d'alunissage, la mer de tranquillité, n'a pas été choisi au hasard. Il est visible de la Terre. C'est indispensable pour les échanges radio. La Lune se rapproche. 14 000 mètres. 12 000 mètres. Et là, d'un coup, une alarme se déclenche. Aldrin regarde son écran. Alarme 1202. Sur le papier, ça veut dire que la mission est annulée. Vous entendez ? Annulée. Aldrin contacte Houston. Pouvez-vous nous renseigner sur cette alarme 1202 ? À Houston, un jeune ingénieur est sur le pont. C'est lui qui a programmé cet ordinateur qui vient d'envoyer cette alarme. C'est un problème de mémoire. Donc c'est pas grave. Pas de raison d'interrompre la mission. Vous êtes go, malgré cette alarme. Ouf! Sauf que pendant ce temps-là, Armstrong, occupé par cette alarme, a négligé de corriger la trajectoire du module lunaire. Ils ne vont pas en direction du bon endroit. Pire, ils vont droit vers des rochers. Pas le temps de contacter Houston. Armstrong débranche le pilotage automatique. Il passe en pilotage manuel. Il réoriente in extremis le module lunaire. Et Eagle se pose en douceur sur le sol lunaire. Houston, ici base de tranquillité. Eagle est posé. Il est 15h17, heure de Houston, Texas. Houston, le système automatique nous a mené droit sur un cratère de la taille d'un terrain de football, avec beaucoup de rochers à l'intérieur. J'ai dû prendre la commande manuelle pour trouver une zone d'atterrissage plus propice. Nous vous raconterons bientôt en détail ce que nous voyons autour. Mais nous pouvons déjà vous dire que les pierres sont toutes de formes différentes les unes des autres. Elles sont granuleuses et anguleuses. La couleur varie selon l'angle selon lequel on les voit. Certaines pierres ont des couleurs bizarres. Mais en vérité, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment le temps de regarder par le hublot. Il n'est pas question non plus de sortir tout de suite. La priorité, c'est de préparer Eagle pour un redécollage d'urgence, si nécessaire, et ces manœuvres durent 6 heures. Et puis, Neil Armstrong enfile sa combinaison, il ouvre l'écoutille, et il sort. À reculons, il descend un par un les barreaux de l'échelle, et il arrive au dernier échelon. Il est à 90 cm du sol. L'alunissage a été tellement doux que les amortisseurs du LEM ne se sont pas comprimés. Okay, I just checked. Getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. Pretty good little jump. Alors il saute, et le voilà sur le sol lunaire. Armstrong ouvre une case au pied du module lunaire. La caméra embarquée se met en marche et le monde découvre ces images en noir et blanc. Le premier homme sur la Lune. Le sol est fin et poudreux. J'en ai sur l'extrémité de mon pied. Ça adhère en fine couche, comme du charbon de bois poudreux sur la semelle et sur les côtés de mes bottes. Je m'enfonce seulement d'un peu plus d'1 centimètre, peut-être 2.
mais je vois des traces de mes bottes et de mes pas sur le sable fin. Et c'est là qu'Armstrong prononce cette phrase qui restera pour l'éternité. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. Et en faisant ce premier pas, Armstrong se rend compte qu'il est léger comme une plume. La gravité lunaire est 6 fois moindre que sur la Terre. Je n'éprouve aucune difficulté à évoluer. C'est peut-être même plus facile que dans le simulateur d'un 6e de gravité. Aucun problème pour marcher. Et puis Armstrong demande qu'on lui envoie un appareil photo par une sangle qui le relie au module et qu'il appellera plus tard la corde à linge. Il s'éloigne un peu et il commence une série de clichés en allant de gauche à droite. Sauf que ça n'est pas du tout ce qui était prévu. Au sol, le directeur de vol lui rappelle qu'il doit récupérer d'urgence un échantillon du sol. Parce que s'ils doivent repartir en urgence, il leur faut une preuve. Armstrong prend alors une sorte d'épuisette. C'est curieux. La surface est molle. Mais là où je plante mon collecteur d'échantillons, c'est un matériau très dur. Je vais essayer de prendre une pierre. Tiens, en voici 2. « 19 minutes après la sortie d'Armstrong, Buzz Aldrin sort à son Vue splendide, hein? C'est quelque chose, hein? La vue est magnifique ici. Ouais, magnifique désolation. Quelques minutes plus tard, Armstrong sort une plaque commémorative qu'il dévoile. Pour tous ceux qui connaissent pas la plaque commémorative fixée sur l'un des pieds du module lunaire, nous allons la lire. Ici, des hommes de la planète Terre ont mis pour la première fois le pied sur la Lune le 19 juillet 1969 après Jésus-Christ. Nous sommes venus pacifiquement au nom de l'humanité. Et puis toujours pour le symbole, maintenant il faut planter le drapeau américain. Ça c'est quelque chose que la NASA a décidé au dernier moment, ça n'est pas dans le protocole, ils ne l'ont pas répété. Et autant Armstrong et Aldrin commandent tout ce qu'ils voient depuis le début, autant au moment de planter ce drapeau, pas un mot. Ah, un point qui a alimenté beaucoup de fantasmes. Le drapeau, pour donner l'illusion qu'il flotte, est maintenu par une tige horizontale, une tige télescopique qui n'est pas entièrement déployée, et c'est pour ça qu'il a l'air fripé. C'est pour ça qu'il donne l'impression d'onduler sous l'effet d'un vent qui, évidemment, n'existe pas sur la Lune. Ensuite, Armstrong se remet à collecter de la matière lunaire. Et Aldrin teste sa mobilité. Il plie les genoux, il étend les bras, et il se met à faire des bonds à pieds joints, façon kangourou. Et puis, et ça c'est un petit secret qu'on ne connaîtra que beaucoup plus tard, il fait pipi. Il fait pipi dans sa combinaison. Il n'a pas fait le premier pas, mais il devient le premier homme à avoir fait pipi sur la Lune. Et là, arrive un message de Houston. Ici Houston. Pourrait-on vous avoir tous les deux pour une minute à l'écran, s'il vous plaît? Le président des États-Unis est maintenant dans son bureau. Il veut vous dire quelques mots. Armstrong se met devant. Aldrin se planque un peu derrière. Il n'a rien prévu, alors il laisse Armstrong se dépatouiller avec le président des États-Unis. Hey les Buzz! Je vous parle par téléphone depuis la salle ovale de la Maison-Blanche. Car c'est sans doute la communication la plus historique de tous les temps. Je voudrais vous dire combien nous sommes fiers de vous. Pour chaque Américain, ce jour est le plus glorieux de notre vie. Grâce à ce que vous avez fait, le ciel appartient maintenant à l'homme. Et maintenant, ça fait un peu plus d'1 heure qu'ils sont sur la Lune. Il est prévu d'y passer 4 heures maximum, mais plus probablement 2 heures, 2 heures et demie. Donc il est temps de passer à la partie scientifique de la mission.
Aldrin et Armstrong installent un sismomètre et aussi un laser pour mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune. Ils font beaucoup de clichés, beaucoup. Et ils prélèvent au total des échantillons de roches lunaires dans des sacs, 21 kilos au total. Ça fait un peu plus de 2 heures qu'ils sont sur la Lune. Il faut remonter. C'est fini. Aldrin remonte le premier dans le LEM. Et il est en haut quand Armstrong lui demande. Et le paquet dans la manche? Tu l'as sorti? Ah non! Ce paquet est une sorte de petit mémorial. Dedans, il y a le nom de 3 astronautes d'Apollo 1 morts dans l'incendie de leur fusée au sol. Et puis il y a 2 médailles russes, figurez-vous. L'une est à la mémoire de Yuri Komarov, mort dans l'expédition Soyouz 1, il y a 2 ans, et l'autre en souvenir de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Et Aldrin, dans le LEM, sort ce petit paquet qu'il a dans sa manche, et il le jette par la porte ouverte, et Armstrong remonte alors un à un les barreaux de l'échelle. Et les voici à nouveau réunis dans le LEM. On y est arrivé. C'est du bon travail. Nous voudrions vous dire de la part de tous ici à Houston et de la part de tous les gens de tous les pays du monde entier que vous avez fait aujourd'hui un travail formidable. La mission entre maintenant dans une phase très délicate, la remontée vers le module de commande. Alors ils dorment quelques heures, et le lundi 21 juillet 1969, à 12h54, le module lunaire Eagle décolle de la surface de la Lune. Houston, Eagle a quitté la base de tranquillité. Il est à nouveau en orbite. Eagle ici Houston, Roger, bien compris. Le monde entier est fier de vous. 2h30 plus tard, le module lunaire, poussé par son moteur, vient s'amarrer au module de commande. Maintenant, ils peuvent rentrer sur Terre. Le trajet retour vers la Terre est beaucoup moins long qu'à l'aller, grâce à l'attraction terrestre. Le 24 juillet à 11h25, le module de commande entre dans l'atmosphère à la vitesse de 40 000 km/h. Pendant 3 minutes et 45 secondes, c'est le blackout radio. Et puis les 2 premiers parachutes de décélération se déploient. Et puis 3 parachutes géants de 25 mètres de diamètre. Et Apollo 11 se pose dans l'océan Pacifique, à 1760 km au sud de Hawaï. Et là, ils se retrouvent cul par-dessus tête, figurez-vous. Alors ils activent un système de flotteur qui fait contrepoids et qui remet le module dans le bon sens. Et là, dehors, c'est une armada qui les attend. 9000 hommes à bord de 9 bateaux, 54 avions et surtout le USS Hornet, sur lequel se trouve en personne le président des États-Unis d'Amérique, Richard Nixon. Avant de quitter leur module de commande, les 3 astronautes enfilent des combinaisons spéciales. Ça, c'est pour éviter la contamination de la Terre par des bactéries lunaires. Et puis un hélico les emmène jusqu'au Hornet. Ils sont placés en quarantaine dans une espèce de roulotte, avec une cuisine, un salon et une chambre et une salle de bain, avant d'être transférés au laboratoire de réception lunaire de Houston. Dès cette nuit, ici à Houston, le travail a commencé dans le laboratoire de quarantaine. 12 médecins et techniciens ont pénétré dans ce laboratoire de quelques centaines de mètres carrés. Ils n'en sortiront plus avant plusieurs jours, plusieurs semaines même, avant qu'ils aient terminé et l'examen des héros d'Apollo 11 et la manipulation des échantillons du sol lunaire. Au final, ils restent en quarantaine 18 jours. 18 jours avant de pouvoir parader en héros le 13 août 1969 dans les rues de New York avec fanfare et majorette.
Et on a envie de danser et de chanter avec eux, et nous aussi de les célébrer. Je suis avec Philippe Henarejos, qui est donc le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, et qui est surtout l'auteur de ce livre dont on s'est beaucoup servi évidemment pour écrire ce récit, qui s'appelle « Ils ont marché sur la Lune », qui paraît chez Belin. C'est le récit de toutes les missions Apollo, de la première à la dernière, enfin surtout celles qui ont conduit des hommes vers la Lune. Il y a quelque chose, Philippe, qui saute vraiment aux oreilles dans ce récit, je trouve, c'est qu'Apollo 11, au fond, était une mission plus politique que scientifique. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'expériences scientifiques, hein, là-haut. Ah, c'est certain. Apollo 11, c'était le pari de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, en 61. De le faire avant les Soviétiques. De le faire avant les Soviétiques, avant la fin de la décennie, donc avant 1970. Et donc, c'est simple. Les ingénieurs allaient quand même dans l'inconnu, même s'il y a eu une répétition avec Apollo 10, où on s'était approché à 14 km de la Lune. Mais il fallait une extrême prudence, il fallait surtout que ça ne soit pas un fiasco en direct. Il fallait apprendre à marcher sur la Lune, à se mouvoir sur la Lune. Et la station scientifique qui était prévue dans le programme Apollo, elle a été coupée de moitié ou même plus. On a regardé que 2 instruments, un petit réflecteur laser qui est vraiment pas un objet technologique en fait. C'est un miroir en fait, hein, et qu'il faut bien orienter par rapport à la Terre. Et puis un sismographe qui va marcher avec des panneaux solaires pendant quelques dizaines de jours. Et c'est tout. Et on se limite vraiment à l'essentiel, ramasser quelques roches, tous les protocoles que les géologues ont imaginés pour recueillir les échantillons selon des méthodes scientifiques. Les astronautes les ont appris, mais ils les respectent pas. Mais ils les respectent pas parce que leur timing est complètement explosé par le coup de fil de Nixon, par la plaque commémorative, par le drapeau, par la description de ce nouveau monde qui prend quand même plus de temps que ce qui a été prévu à l'entraînement. Et donc Armstrong, à la fin, prend son sac, il ramasse des pierres, il les enfourne les unes par-dessus les autres. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Avec cette idée qu'il faut une preuve, parce que l'angoisse, c'est qu'on puisse contester la véracité. Et sur ce plan-là, ils ont été visionnaires, parce qu'aujourd'hui encore, quand on va sur YouTube, on tombe surtout sur des thèses révisionnistes de gens qui disent ils y sont jamais allés. Donc il faut ramener ces pierres pour prouver, quoi. Alors il fallait prouver, mais il fallait quand même, avoir un élément. Ça aurait été quand même bizarre d'arriver sur la Lune et de repartir sans rien, oui, y compris scientifiquement. Donc c'était la priorité numéro 1 au moment où Armstrong se pose. On est quand même surpris par la plaque, parce que c'est les États-Unis, c'est l'Amérique, le discours de Nixon est très clair là-dessus, c'est l'Amérique. Mais enfin sur la plaque il y a écrit « Nous sommes venus ici pacifiquement au nom de l'humanité ». Le mot États-Unis d'Amérique n'est pas écrit sur la plaque. Absolument, et parce que dans les nombreux mois qui ont précédé cette mission, les gens de la NASA, les politiques américains se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire une fois là-haut, y compris allons-nous planter un drapeau américain. Oui. Et il y a des gens qui ont commencé à imaginer que Nixon était d'ailleurs favorable à ça, que ce serait plutôt un drapeau américain, mais qu'il y aurait aussi le drapeau des Nations Unies, par exemple, pour dépasser la rivalité russo-américaine et pour montrer que finalement on fait une œuvre qui est au-dessus de tout ça. C'est intéressant les 2 médailles là. J'ai raconté cette anecdote qui pèse pas lourd, mais il laisse sur la Lune, dans une enveloppe, 2 médailles qui célèbrent 2 héros de l'Union soviétique. Il y a un côté assez universel dans cette démarche en fait. Ils se sont fait la guerre froide, ils sont pas tirés dessus, mais ils se sont fait la course à la Lune avec les Russes, mais ils savent très bien que les Russes, ils sont comme eux. Ce sont des gens qui étaient là pour être les premiers et qui ont fait beaucoup de choses. Ils les respectent, en fait. Ce sont leurs ennemis, leurs adversaires, on va dire, plutôt que leurs ennemis à cette époque-là. Et ils savent que ce sont des astronautes comme eux. Et ils ont payé un lourd tribut aussi. Gagarin est mort dans un vol d'entraînement avec son avion. Komarov est mort lors du premier lancement du nouveau vaisseau spatial russe, le Soyouz 1, tout comme les 3 astronautes White, Grissom et Chaffee qui sont morts dans Apollo 1, le nouveau vaisseau qui devait conduire les Américains sur la Lune. Alors au début, je raconte que les rôles sont répartis d'avance. Ça n'était pas Armstrong qui devait faire le premier pas, initialement. Il y avait un flou. Quand la NASA présente l'équipage d'Apollo 11 à la presse, lors d'une conférence de presse, c'est le 9 janvier 1969. À cette époque-là, Apollo 8, la première mission à avoir envoyé des hommes autour de la Lune, vient tout juste de revenir. C'était le 24 décembre 68. Et il manque encore 2 autres missions très complexes. Apollo 9, en orbite autour de la Terre, où on va tester pour la première fois le module lunaire qui n'a jamais été piloté. Et Apollo 10, qui va refaire pareil, mais autour de la Lune, on va débroussailler le chemin.
Mais ces deux missions sont extrêmement complexes. On ne sait pas à ce moment-là si Apollo 11 va se poser sur la Lune. Mais quand même, il y a une bonne chance. Donc, la première question des journalistes présents dans la salle, une fois que la présentation est faite, c'est qui sera le premier à descendre sur la Lune ? Et là, il y a un flou parce que, au fond, la NASA n'a pas réfléchi à ça, en fin de compte. Aujourd'hui, on connaît bien la NASA pour être une agence qui réfléchit beaucoup à la communication et qui est très pro en cette matière, mais elle a appris à ses dépens. À cette époque-là, ils savaient pas. Ils n'avaient pas réfléchi à ça. Ils n'avaient pas réfléchi à ça. Et dans ce flou s'installent des rumeurs, des supputations, et certains se disent, tiens, dans l'émission du programme Gemini qui avait précédé Apollo, c'était pas le commandant qui sortait pour faire les sorties dans l'espace, c'était le pilote. Donc ça peut être comme ça. Et puis il y a un administrateur, un responsable de la NASA qui va parler à un journaliste qui va lui dire oui, ce sera certainement Aldrin selon cette loi. Donc ça se propage, mais dans la presse et dans l'opinion publique. Aldrin, lui, se fait à cette idée. Il commence à dire, tiens, ça va être moi. À tel point qu'au printemps 1969, la mission Apollo 9 s'étant bien déroulée, on suppose que Apollo 11 va aller au but. Et donc les hauts responsables de la NASA, ils sont 4, se réunissent en disant il faut faire un choix maintenant. Et ils se réunissent et l'un d'eux dit aux autres, mais au fond, est-ce que l'un d'entre nous veut vraiment que ce soit Aldrin qui soit le premier ? C'est-à-dire l'homme que l'histoire retiendra comme étant le premier, celui qui sera le héros pour la nuit des temps. Et là, à l'unanimité, ils répondent tous non. Il y avait clairement un problème de personnalité. Mais ils ont peut-être eu tort, parce que moi je me souviens d'avoir rencontré Aldrin, il était bien plus sympa que Neil Armstrong. Il était plus médiatique. Aldrin est très cabotin. Voilà. Il aime raconter, il aime se mettre en avant, il a besoin... Il voulait être le premier, d'où sa déception énorme. Quand finalement, en avril 69, la NASA, par un communiqué de presse, dit non, ça sera Armstrong. Donc Aldrin, oui, il a envie de briller, d'être dans la lumière. Armstrong, c'est la personne plus effacée. Je ne sais pas si c'est un mauvais choix ou pas. Finalement, Armstrong, il est resté un peu énigmatique et ça colle bien à l'image du super-héros. À l'image du super-héros. Alors, justement, puisqu'on parle d'Armstrong, il y a donc, au moment où se déclenche cette alarme, cet oubli de corriger la trajectoire, qui amène Armstrong, de sa propre initiative, et ça paraît dingue dans une mission où tout a été calculé au millimètre, à prendre les commandes en manuel et à piloter lui-même le module lunaire pour choisir le site sur lequel il va atterrir. C'était prévu, ça, que le commandant puisse prendre l'initiative ? Oui, bien sûr. Le commandant, c'est avant tout un pilote. Armstrong, c'est un pilote d'essai hors norme. Il a piloté le X-15, qui est un avion-fusée qui allait à 6500 km/h. C'est le record, quand même. Enfin, il a été battu plus tard par le même avion et un autre pilote. Donc Armstrong, c'est un pilote né. Il va maîtriser son vaisseau. Il était essentiel, et c'était prévu que le commandant puisse piloter son vaisseau à la fin. Alors, il n'a pas vraiment oublié la trajectoire. C'est vrai qu'il a été distrait par ces problèmes-là. Donc, il a moins regardé par le hublot qu'il n'aurait dû. Mais ce n'est pas complètement ça qu'il a mis en dehors du point cible. Oui. C'est que la séquence de descente était gérée par l'ordinateur qui prenait les informations du radar, de surface, etc. Et il y a des différences de gravité sur la Lune qui étaient mal connues à l'époque. Et l'ordinateur, lui, les a mal gérées, en quelque sorte, pour faire simple. Et donc, tout ça a dérivé. Il y avait une ellipse dans laquelle ils devaient se poser de plusieurs kilomètres de long. Ils sont posés à 3 kilomètres en dehors du bord de l'ellipse. Donc, mais tout de même dans la mer de tranquillité. Ah oui, c'est voilà. Tout à côté. Donc voilà, ils ont piloté. Ce qui était important sur cette mission-là, c'est qu'ils se posent, et ils ont réussi. Et ce problème de fiabilité de la trajectoire va être résolu dès la mission suivante, en novembre 69. Apollo 12 se posera pile à 100 mètres, pile. S'ils avaient voulu se poser pile à l'endroit, il y avait une croix marquée au sol, pratiquement. C'était une sonde spatiale qui s'était posée là 2 ans plus tôt. Ils auraient pu s'y poser dessus. Autre initiative de Armstrong, il sort le premier du module lunaire, il pose le pied, il fait le premier pas, et là il est prévu qu'en urgence, il ramasse des roches pour les faire remonter dans le LEM, au cas où il faudrait évacuer dans les secondes qui suivent, avoir au moins quelques pierres de la Lune, et là, il prend des photos, et puis ça dure longtemps, c'est méthodique, c'est scientifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clichés. Et qu'est-ce qui lui arrive ? Il a pété les plombs, quoi ? De pas appliquer la règle. Armstrong ne pète pas les plombs. C'est pas le genre. C'est pas le genre dans la maison. Armstrong, au contraire, s'aperçoit à ce moment-là qu'il vient de récupérer l'appareil photo, qu'il l'a à la main, et son souci, c'est d'être efficace, le plus efficace possible. Et il s'aperçoit à ce moment-là qu'il
ayant l'appareil photo à la main, il commence à faire ses photos. Il est bien placé. Il fait un panorama, il se dit je vais gagner du temps plutôt que de ranger l'appareil, d'aller chercher l'épuisette. Donc il inverse tout simplement l'ordre des tâches. Alors les gens à Houston stressent un peu et il y a Bruce McCandless qui est le Capcom, celui qui communique avec Armstrong, qui n'arrête pas de lui demander pour les échantillons. T'oublies pas ta checklist. Lui au bout d'un moment il répond laconiquement, il dit oui j'y vais, ne vous inquiétez pas. Alors on est assez surpris quand même d'apprendre que ils se posent. Là on se dit ils vont ouvrir. Ils vont aller voir tout de suite. Ils passent 6 heures à préparer leur évacuation. Au cas où, c'est ça. La trouille, c'est qu'il y a un événement qui oblige tout le monde à remonter. Oui, et ce sera le cas dans toutes les missions Apollo. C'est-à-dire que la NASA prend d'énormes précautions. La première des choses qui compte, c'est la sécurité des astronautes. Donc la première chose qu'on fait, après s'être reposé, c'est de mettre le vaisseau en configuration de départ. Parce qu'il va devoir se séparer, il y a 2 étages, l'étage du bas va servir de base de lancement pour l'étage du haut. Donc c'est un peu comme un compte à rebours, on prépare tout ça, et si jamais il y a un problème, qu'il faut repartir, comme c'est assez long tout ça, c'est derrière nous. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton et à partir. Alors on est assez surpris par les premiers mots qui sont « le sol est fin, le sol est poudreux, je m'enfonce un peu d'1 centimètre ». Là on n'est pas dans la science, on a l'impression d'un homme qui nous ressemble et qui découvre un univers qu'il connaît pas, quoi. Oui, Armstrong n'était pas quelqu'un de très causant. On le voit dans le film First Man que vous avez vu, que j'ai vu en avant-première. C'est assez bien relaté dans le film. Ouais, c'est un taiseux, quoi. Voilà, c'est un taiseux. Mais pour cette mission-là, il se fait violence. Et je crois qu'au fond, ça lui plaît. D'ailleurs, je crois que sa femme qui le voit à la télé lui dit, mais il aime ça. En fait, il décrit. Il se fait un devoir lui, il fait sa mission. Ouais. Et sa mission consiste aussi à décrire aux gens ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Un peu plus tard, quand il déplacera la caméra pour la mettre sur un trépied pour filmer leurs évolutions sur la Lune, il va faire un panorama qui était prévu avec la caméra. Et il le fait de manière très méthodique, très consciencieuse pour que les géologues voient ça, pour qu'ils prennent des polaroïdes de l'écran, pour pouvoir reconstituer les alentours. Il va décrire les roches qu'il voit. Il le fait avec application. Oui. Ce n'est pas un poète, mais... C'est pas poétique, voilà. Non. C'est pas très poétique. Qu'est-ce qu'on va tirer des 20 kilos, 800 grammes de roches lunaires que va ramener Apollo 11 ? Alors, on va tirer énormément de choses. La première étant l'origine de la Lune, de la formation de la Lune. À l'époque, il faut se remémorer ça. Il y a des théories sur la formation de la Lune. Et l'une d'elles, c'est que c'est un corps qui s'est agrégé avec des astéroïdes qui se sont gentiment agrégés. Et c'est un gros corps froid qui n'a pas été différencié, donc il n'a pas chauffé, il n'y a pas eu de cœur, etc. Et là, on s'aperçoit qu'avec ces roches-là, c'est du basalte, c'est-à-dire c'est de la lave. Et on voit qu'il y a des morceaux qui viennent d'ailleurs avec des datations possibles, d'ailleurs sur la Lune, qui ont été impactés par des cratères. Tout ça s'est mélangé. Et on apprend que la Lune a 4 milliards et demi d'années, à peu près. Pas avec on des l'apprend roches. là. On l'apprend là. Enfin, quelques temps après. La mission, il faut le temps de les analyser. Et on apprend que cette théorie du gentil empilage d'astéroïdes, ça marche pas. On est sûr que les cratères qu'on voit sur la Lune, ce sont des cratères d'impact et pas des volcans. On cherchera d'ailleurs au cours des missions Apollo ces volcans sans vraiment les trouver. Ils y sont, mais ils ressemblent pas à des volcans en fait. Et on apprendra aussi, grâce à ces 20 kilos de roches et les autres qui vont suivre, l'histoire de la Terre. Parce que l'histoire de la Lune, c'est l'histoire de la Terre. C'est l'histoire d'un cataclysme qui y a eu lieu il y a plus de 4 milliards et demi d'années, dans lequel ce qui était notre embryon de planète a été percuté par un autre corps céleste aussi gros, presque aussi gros. Tout ça s'est pulvérisé et un morceau qui s'est réagrégé autour, eh bien, c'est devenu la Lune. Voilà, on a appris l'histoire et la datation de toutes les planètes du système solaire. C'est très important. Je vous adore, Philippe Henares. Vous êtes à la fois scientifique et vulgarisateur. Vous avez toutes les qualités. Votre très beau livre s'appelle « Ils ont marché sur la Lune », le récit inédit des explorations Apollo, préface de Bertrand Piccard, qui paraît chez Belin. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.